Mon nom est Robin Whitmore. J'ai 29 ans. Jusqu'à il y a 3 mois, je pensais que ma vie était stable. De cette façon tranquille et banale que les gens confondent avec la permanence. Je ne courais pas après le chaos. Je n'étais pas agité. Je ne cherchais pas de sortie. Je croyais déjà me trouver à l'intérieur de l'avenir que j'avais choisi. Je travaillais comme chef de projet dans une entreprise de construction de taille moyenne à Charlotte, en Caroline du Nord. Rien de tape à accent grave-l'œil, mais solide. Le genre d'emploi qui paie suffisamment bien pour construire une vie dont on n'a pas à s'excuser. Je conduisais une voiture fiable. Je louais un appartement propre de 2 chambres en centre-ville. Je payais mes factures à temps. Je planifiais. J'économisais. Et j'aimais un homme que je croyais construire quelque chose à mes côtés. Son nom était Richard. Nous étions ensemble depuis 2 ans et demi. Nous nous étions rencontrés lors d'un barbecue chez un ami commun au printemps. Une de ces après-midi qui s'étirent plus longtemps que prévu. Où les conversations se mêlent au rire et où les gens restent au lieu de partir. Richard était confiant d'une manière aisée, charismatique sans être bruyant. Ambitieux de la façon dont les hommes décrivent des rêves plus que des étapes. Il parlait de lancer sa propre entreprise de conseil, d'indépendance. De ne pas vouloir rester attaché à un patron pour toujours. J'admirais cela chez lui. 6 mois après le début de notre relation, son bail s'est terminé. Le mien non. Ça a juste du sens, a-t-il dit. Seulement pour un petit moment, jusqu'à ce que je me remette sur pied. Ce petit moment s'est transformé en 2 ans. Son entreprise n'a jamais vraiment démarré. Il y avait des raisons, toujours des raisons. Le marché était instable. Il avait besoin de meilleurs logiciels, de meilleurs équipements, d'un meilleur timing. De meilleures relations. Je n'ai pas eu d'objection à l'aider au début. J'ai payé le loyer, les charges, les courses, sa facture de téléphone, son assurance auto. Parfois sa carte de crédit quand les choses étaient serrées. Il contribuait quand il le pouvait. Quelques centaines ici, quelques centaines là. Assez pour dire qu'il essayait, pas assez pour que cela compte vraiment. Je me disais que c'était du partenariat, que le soutien était de l'amour. Que la patience finirait par payer. C'est ce qu'on fait quand on croit en quelqu'un. Le dîner a eu lieu un samedi fin septembre. La famille de Richard habitait à environ 40 minutes, à Huntersville. Ses parents, sa sœur aînée Marissa et son mari Luc. Ils nous avaient invités pour ce qu'ils appelaient une célébration familiale. Le père de Richard venait de prendre sa retraite après des décennies au bureau du greffier du comté. J'aurais dû remarquer les signes ce jour-là. Richard a à peine parlé pendant le trajet. Il était collé à son téléphone, les pouces bougeant rapidement. Un léger sourire apparaissant toutes les quelques secondes. Quand j'ai demandé si tout allait bien, il n'a pas levé les yeux. Ouais, ça va. Mais ça ne semblait pas aller. À la maison, il est entré devant moi. Il n'a pas tenu la porte. Il n'a pas attendu. Je me suis retrouvé à jongler avec une bouteille de vin et une carte pendant que la porte se refermait presque derrière lui. Des petites choses, mais les petites choses s'accumulent. Le dîner a été poli, tendu d'une façon que personne n'a reconnue. La table était magnifiquement dressée. Serviette en tissu, belle vaisselle. Sa mère s'était donné du mal. La nourriture était chaude et généreuse, du genre qui prend des heures à préparer. La conversation flottait maladroitement. Sa mère m'a interrogé sur mon travail, sur mes projets en cours. J'ai répondu avec précaution, poliment, en faisant de mon mieux pour être présente. Richard participait à peine. Il consultait son téléphone à plusieurs reprises jusqu'à ce que sa mère lui demande gentiment de le ranger. À mi-repas, son père a levé son verre. « Je suis reconnaissant », a-t-il dit. Pour la famille, pour être ici ensemble. Nous avons trinqué. J'ai tendu la main vers le verre de Richard. Il l'a éloigné. Pas de façon dramatique, juste assez. Marissa l'a remarqué. Je l'ai vu dans ses yeux. Puis sa mère nous a souri. Alors,
a-t-elle dit d'un ton léger. Vous deux. Des projets importants en vue? C'était le genre de questions que les parents posent quand ils espèrent des nouvelles de fiançailles. J'ai ouvert la bouche pour détourner avec humour. Richard a posé sa fourchette durement. Nous ne sommes plus ensemble, a-t-il dit. La pièce est devenue silencieuse. Je l'ai regardé, mon cerveau en retard sur la réalité. Quoi, ai-je chuchoté. Il s'est tourné vers moi avec un regard que je ne reconnaissais pas, froid, détaché, presque répété. Nous avons rompu il y a des semaines, a-t-il dit. Elle refuse juste de l'accepter. Mon cœur a chuté. J'ai regardé autour de la table, cherchant de la confusion, des rires. Quelqu'un pour dire que c'était une blague. Personne ne l'a fait. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que quelque chose de terrible se déroulait. Quelque chose pour laquelle je ne m'étais pas préparé. Quelque chose que je n'avais pas vu venir. Et ce n'était que le début. Pendant quelques secondes après que Richard eut parlé, personne n'a bougé. Personne n'a ri. Personne ne lui a demandé de se répéter. Personne ne m'a regardé avec la confusion que je ressentais se déchirer dans ma poitrine. Le silence pressait de tous les côtés, épais et étouffant. Brisé seulement par le faible tic-tac de l'horloge dans la cuisine. J'entendais ma propre respiration, courte et irrégulière. Comme si je venais de monter un escalier en courant. Richard? Ai-je dit enfin. Ma voix basse. Contrôlée par pur instinct. De quoi parles-tu? Il n'a pas hésité. C'est ce qui m'a le plus effrayé. Nous avons rompu, a-t-il répété, plus fort cette fois. Se tournant légèrement pour que sa famille voie mieux son visage que le mien. Il y a des semaines. Je t'ai dit que c'était fini. J'ai secoué la tête lentement, essayant de me recentrer. Non, tu ne l'as pas fait. Nous nous sommes disputés, oui, à propos d'argent. À propos de tes dépenses. Mais nous n'avons pas rompu. Nous vivons ensemble. Je t'ai conduit ici ce soir. Je m'attendais à de la résistance, de la colère, peut-être même de la culpabilité. Au lieu de cela, il a expiré comme si j'avais prouvé son point. Tu vois, a-t-il dit en faisant un vague geste vers moi. C'est exactement ce que je veux dire. Elle réécrit tout. Elle agit comme si rien n'avait changé. Même quand j'ai été clair. Mon estomac a chuté. La main de sa mère s'est portée à sa poitrine. Oh mon Dieu, a-t-elle murmuré. Son père s'est renversé dans sa chaise, les yeux plissés. M'étudiant comme si j'étais quelque chose d'inconnu, potentiellement dangereux. La bouche de Marissa était légèrement ouverte. Elle regardait de Richard à moi, son expression déchirée, incertaine. Luc a bougé sur son siège, mal à l'aise mais silencieux. Non, ai-je dit plus fort maintenant, mon cœur battant. Ce n'est pas vrai. Richard. Nous avons dormi dans le même lit il y a 4 nuits. Je t'ai préparé le petit déjeuner. Dimanche dernier. Des pancakes. Tu as dit que ça ne veut rien dire, a-t-il coupé sèchement. C'est exactement le problème. Tu agis comme si les gestes équivalaient à un consentement. Comme si parce que tu fais des choses pour moi, je te devais une relation. J'ai senti la chaleur monter à mon visage. Ce n'est pas juste, ai-je dit. Je t'ai soutenu parce que nous étions ensemble. Parce que tu m'as dit que nous construisions quelque chose. Sa mère s'est à moitié levée de sa chaise. Richard, est-ce vrai, lui a-t-elle demandé, la voix tremblante. As-tu vraiment essayé de mettre fin aux choses? Il a hoché la tête sans perdre une seconde. Plusieurs fois, a-t-il dit. J'ai essayé d'être doux. Je ne voulais pas l'embarrasser. Mais elle n'acceptait pas. Elle continuait à arriver, à agir comme si rien n'avait changé. Je l'ai regardé, ma vision se brouillant sur les bords. Ce n'était pas de la confusion. Ce n'était pas un malentendu. C'était une performance. J'ai regardé à nouveau autour de la table, désespéré maintenant.
Espérant que quelqu'un voie les failles. Espérant que quelqu'un se souvienne des fêtes que nous avions passées ensemble. Des cadeaux d'anniversaire, des vacances. De la façon dont Richard s'appuyait sur moi financièrement, émotionnellement. Mais tout ce que j'ai vu. Ce sont des visages en train de réarranger leur compréhension de la réalité en temps réel. Le père de Richard a serré la mâchoire. Robin, a-t-il dit lentement, prudemment. Est-ce vrai? La question semblait déjà un verdict décidé. Non, ai-je dit, ma voix tremblante malgré mes efforts. C'est insensé. Nous n'avons pas rompu. S'il voulait en finir. Pourquoi est-ce que je paie encore le loyer? Pourquoi est-il encore sur mon assurance? Pourquoi? Partageons-nous encore? Richard m'a interrompu à nouveau. Son ton affûté par quelque chose qui ressemblait à une frustration juste. Parce qu'elle ne me laissait pas partir, a-t-il dit. Parce que chaque fois que j'essayais. Elle pleurait ou promettait que les choses changeraient ou me rappelait tout ce qu'elle avait fait. Pour moi. Ça semblait manipulateur. Manipulateur. Le mot a frappé comme une gifle. Sa mère a légèrement sursauté. Marissa a détourné le regard. Luc fixait son assiette. Je me suis senti rétrécir dans leurs yeux. Mon histoire se compressant en quelque chose de laid et d'inreconnaissable. Ce n'est pas, ai-je commencé. Mais Richard ne m'a pas laissé finir. Je ne voulais pas faire ça ici. A-t-il dit en secouant la tête comme s'il était accablé par mon comportement. Mais elle m'a forcé la main. Je ne peux plus prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. J'ai réalisé alors qu'aucune quantité de vérité ne sonnerait convaincante venant de moi. Chaque phrase que je prononçais ne faisait que me faire paraître plus désespéré, plus instable, plus semblable à la personne qu'il décrivait. Mes mains tremblaient. J'ai reculé ma chaise lentement, les pieds grattant bruyamment contre le plancher en bois. Le son a fait sursauter tout le monde. Je ne sais pas ce que c'est, ai-je dit, forçant ma voix à se stabiliser. Mais je ne vais pas rester assise ici pendant que tu mens à mon sujet. Richard a ouvert la bouche, peut-être pour escalader davantage, peut-être pour finir de me détruire. Mais je n'ai pas attendu. Je m'en vais, ai-je dit. Sa mère a commencé à parler. Son père s'est penché en avant. Marissa avait l'air de pouvoir dire mon nom. Je n'ai donné à aucun de la chance. Je suis sorti de la salle à manger. Traversé le salon où des photos de famille encadrées tapissaient les murs. Matin de Noël, vacances à la plage. Visage souriant qui semblait maintenant témoin de quelque chose de grotesque. Je suis sorti dans l'air frais de la nuit. Mes poumons brûlants comme si j'avais retenu mon souffle pendant des heures. Mes mains tremblaient si fort que j'ai eu du mal à déverrouiller ma voiture. Une fois à l'intérieur, je suis resté assise moteur éteint, agrippant le volant. Regardant droit devant. Ma poitrine faisait mal, mes oreilles bourdonnaient. Mon téléphone a vibré. Un texto de Marissa. Que s'est-il passé? Je n'ai pas répondu. J'ai démarré et j'ai conduit. Le trajet de 40 minutes du retour a semblé interminable. Les lampadaires se sont transformés en traînées de jaune et de blanc. Mon esprit rejouait le dîner en boucle. Chaque mot, chaque regard, chaque accusation. Avais-je manqué quelque chose? Avait-il dit quelque chose que j'avais ignoré? Y avait-il une conversation que j'avais bloquée? Mais peu importe à quel point je cherchais, la vérité restait la même. Nous n'avions pas rompu. Quand j'ai enfin stationné dans le garage de l'appartement que nous partagions. Le bâtiment paraissait différent, plus petit, plus étrange. Comme si je revenais dans un endroit auquel je n'appartenais plus. À l'intérieur, tout semblait contaminé. Sa veste pendait au dossier de la chaise. Ses chaussures étaient près de la porte. Son ordinateur portable était ouvert sur la table basse comme si rien n'avait changé. Je me suis affaissé sur le canapé et j'ai regardé le mur. Des minutes sont passées, ou des heures. Je n'en étais pas sûr. Ce que je savais, c'était ceci.
Quelque chose avait changé de façon permanente à cette table. Et quoi que Richard eût planifié. Quelle que soit l'histoire qu'il avait décidé de raconter à mon sujet. J'étais déjà debout dans les débris. Je ne savais pas encore combien il avait pris ni jusqu'où il était prêt à aller. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé au bord du lit, entièrement habillé. Regardant le plafond pendant que la ville bourdonnait faiblement dehors. Toutes les quelques minutes, mon téléphone s'allumait sur la table de nuit. Appel manqué, message, son nom. Je n'ai répondu à aucun d'eux. À un moment avant l'aube, quelque chose en moi s'est tu. Pas du calme, pas de la paix. De la résolution. Au moment où le soleil s'est glissé à travers les stores, je ne me demandais plus ce qui avait mal tourné. Je ne rejouais plus le dîner. Je ne cherchais plus d'explications. Je prenais des décisions. J'ai parcouru l'appartement lentement, délibérément, comme si je le voyais pour la première fois. Le canapé que j'avais payé. La table de salle à manger que j'avais achetée parce que Richard disait qu'il travaillait mieux avec. De l'espace. La télévision fixée au mur. Les abonnements liés à mon email, à ma carte. Dans la salle de bain, ses produits de toilette encombraient le comptoir. Dans le placard, ses vêtements occupaient plus d'espace que les miens. 2 ans et demi de vie partagée, et soudain tout cela ressemblait à des preuves. J'ai préparé du café et me suis assise au comptoir de la cuisine avec mon ordinateur portable. Ouvert, un bloc-notes à côté. J'ai commencé à écrire des listes. Compte, service, nom, numéro. Je n'allais pas discuter. Je n'allais pas supplier pour de la clarté. Je n'allais pas courir après quelqu'un qui venait de me démanteler publiquement. Si Richard voulait sortir assez fort pour réécrire la réalité devant sa famille, il pouvait l'avoir. Mais pas à mes frais. Lundi matin, j'ai passé mon premier appel depuis le parking de mon bureau avant le travail. Le propriétaire. J'ai expliqué que j'avais besoin de rompre le bail. Il n'était pas ravi. Il y avait une pénalité, $1200. J'ai accepté sans hésitation. Ça en valait la peine. Pendant ma pause déjeuner, j'ai appelé la compagnie d'assurance et j'ai retiré Richard de ma police auto. Il était inscrit comme conducteur autorisé depuis plus d'1 an. L'agent a confirmé le changement. Le tarif mensuel a immédiatement baissé. Ce soir-là, je suis allé à la banque. Le compte joint ouvert 6 mois plus tôt pour que Richard puisse contribuer plus facilement a été fermé. Il y avait déposé peut-être 3 cents au total. J'en avais déposé des milliers. La caissière a demandé si j'étais sûr. Je n'ai jamais été aussi sûr, ai-je dit. Je suis rentré et j'ai changé le mot de passe du Wi-Fi. Annuler Netflix. Annuler le forfait famille Spotify. Annuler la carte de crédit que je lui avais donnée pour les urgences. Quand j'ai consulté le relevé, mon estomac s'est retourné. Restaurant, plats à emporter, achat en ligne, rendez-vous de toilettage. Près de $2000 de charges, le tout pendant qu'il préparait à m'appeler obsessionnel. Mardi, je faisais mes cartons. J'ai emballé mes vêtements, mes livres, mon électronique, mon équipement de cuisine. J'avais payé les meubles, les lampes, même la cafetière. J'ai pris des photos au fur et à mesure. Chaque pièce, chaque objet. Des preuves. Je lui ai laissé le canapé. Je l'avais acheté d'occasion et le cadre de lit. Il avait réellement contribué pour celui-là. Tout le reste est parti avec moi. J'ai trouvé un appartement d'une chambre de l'autre côté de la ville, près de mon bureau. Plus petit, plus propre. Le mien. J'ai signé le bail mercredi soir. Emménagé jeudi. 2 allers-retours avec un gnôle et un collègue qui n'a pas posé de questions. Qui a juste aidé à charger les cartons et m'a tendu de l'eau en bouteille. Richard n'était là pour rien de tout cela. Il a envoyé un texto mardi après-midi. Je récupère mes affaires ce week-end. J'ai répondu une fois. Prends ce qui est à toi. Je suis parti. C'est alors que les appels ont commencé. Messagerie vocale, message, accusation. Tu ne peux pas juste partir.
C'est mon endroit aussi. Tu es dramatique. J'ai répondu une fois de plus. Ton nom n'est pas sur le bail. Il ne l'a jamais été. J'ai payé la pénalité. C'est à toi si tu veux. Signer un nouveau bail. Sinon, tu dois être sorti d'ici fin du mois. Puis j'ai bloqué son numéro, bloqué ses réseaux sociaux, bloqué son email. Rupture nette. Cette nuit-là, seul dans mon nouvel appartement, je me suis assise par terre, le dos contre le mur. Et j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Du soulagement. Pas du bonheur, pas encore, mais de l'espace. De l'espace pour respirer sans être reframé. De l'espace pour exister sans que quelqu'un d'autre contrôle l'histoire. Je pensais que c'était la fin. Je pensais que le couper financièrement et émotionnellement fermerait le chapitre. J'avais tort. Les semaines après mon déménagement ont semblé étrangement calmes. Pas paisibles, juste creuses. Je me suis jeté dans le travail parce que c'était le seul endroit où la réalité avait encore un sens. Délai, email, plan, réunion où les mots signifiaient ce qu'ils étaient censés signifier. Je restais tard au bureau la plupart des soirs. Non pas parce que je le devais. Mais parce que rentrer à la maison signifiait être seul avec mes pensées. Et je n'étais pas encore prête pour cela. J'évitais les endroits où Richard et moi allions ensemble. Le restaurant italien du centre-ville où nous avions eu notre premier vrai rendez-vous. Le café de Trade Street où il passait des heures à réseauter sans jamais décrocher un client. J'ai changé mes itinéraires, changé mes routines. Les amis savaient que quelque chose s'était passé. Ils pouvaient le voir dans la façon dont je sursautais quand mon téléphone vibrait. Ou dans la façon dont je détournais les questions avec un sourire crispé. Nous nous sommes séparés, disais-je quand on me demandait. Ça n'a pas marché. La plupart des gens n'insistaient pas. Quelques-uns demandaient si j'allais bien. Je vais bien, leur disais-je. Je n'étais pas sûr si c'était un mensonge ou juste un remplaçant jusqu'à ce que je comprenne la vérité. La nuit, des fragments du dîner se rejouaient dans ma tête. La voix de Richard. La façon dont sa mère m'avait regardé. Le silence de son père. J'ai commencé à me remettre en question, me demandant si j'avais manqué quelque chose. S'il y avait eu une conversation que j'avais mal comprise. Le gaslighting fait cela. Il vous fait auditer votre propre mémoire comme s'il s'agissait de preuves dans un procès dont vous ne saviez pas que vous étiez le prévenu. Mais chaque fois que le doute s'insinuait, je revenais aux faits. Nous n'avions pas rompu. Il n'y avait pas eu de conversation finale. Il vivait encore de mon revenu quand il m'avait accusé d'obsession. Cela comptait. 2 semaines ont passé. Le nouvel appartement a lentement commencé à me sembler mien. J'ai déballé délibérément, décoré avec parcimonie. Pas de compromis, pas de demande d'approbation, juste des lignes propres et du silence. Puis, un jeudi soir de mi-octobre, je me suis arrêté à l'épicerie près de chez moi. Le Harris Teeter sur East Boulevard. J'étais dans l'allée des céréales, regardant 2 boîtes inconnues, quand j'ai entendu mon nom. Robin. Je me suis figé avant de me retourner. C'était Marissa. La sœur de Richard se tenait là avec un caddie, habillée de façon décontractée. Les cheveux tirés en arrière, la surprise écrite clairement sur son visage. Oh, a-t-elle dit doucement. Salut. J'ai hoché la tête. Poli. Sur mes gardes. Salut. Comment vas-tu? A-t-elle demandé. Ça va. Ai-je dit. Et toi? Elle a hésité, regardant le long de l'allée. Elle était vide. On peut parler, a-t-elle demandé. Dehors. Chaque instinct me disait de dire non. Ramener quoi que ce soit du monde de Richard dans ma vie semblait inviter de la contamination. Mais la curiosité a gagné. Ou peut-être avais-je juste besoin de confirmation que je n'avais pas imaginé tout cela. D'accord, ai-je dit.
Nous avons payé séparément et nous sommes retrouvés près de sa voiture sur le parking. Elle s'est appuyée contre la portière conducteur. Les bras croisés fermement comme si elle se préparait. « Je dois te dire quelque chose », a-t-elle dit. « Je préférerais ne pas tout rouvrir. » Ai-je répondu. C'est fini. J'ai tourné la page. Elle a secoué la tête. Non. Tu n'as pas entendu cette partie. Mon estomac s'est serré. Richard a menti, a-t-elle dit. Surtout. J'ai senti mon pouce accélérer. Il n'a jamais rompu avec toi, a-t-elle continué, les mots venant plus vite maintenant. Le dîner, les accusations. L'histoire selon laquelle tu étais obsessionnel. Il a tout inventé. Il l'a planifié. Pourquoi? Ai-je demandé. Marissa a avalé. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre. L'air a semblé plus lourd. Une femme nommée Émilie, a-t-elle dit. Son ex. Il se voit depuis environ un mois, peut-être plus. Mes mains se sont crispées sur les côtés. Il voulait une sortie propre, a-t-elle continué. Il voulait que tout le monde croie que tu étais le problème. Comme ça. Il n'aurait pas l'air du méchant. Il voulait de la sympathie. Donc il m'a humilié exprès. Ai-je dit. Elle a hoché la tête. Les yeux brillants. Oui. J'ai laissé échapper un court rire, sec, sans humour. Après que tu sois parti, a dit Marissa tranquillement, il n'a pas pleuré. Il était en colère. Pas explosif, contrôlé. Il n'arrêtait pas de faire les 100 pas dans le salon, disant qu'il n'avait jamais voulu que ça sorte comme ça. Qu'il avait essayé de gérer ça en privé. Mais que tu l'avais forcé la main en refusant d'accepter la rupture. Elle m'a regardé. Il n'arrêtait pas de dire qu'il n'avait pas le choix. J'ai fermé les yeux. Je l'ai confronté, a-t-elle dit. Il a tout admis. Il a dit qu'il devait contrôler le récit parce que tu avais de l'argent et de la stabilité. Il ne voulait pas que les gens pensent qu'il t'avait utilisé. Alors il a inversé les choses. Oui. Ai-je dit. À ce moment-là, quelque chose s'est installé en moi. Je n'étais pas folle. Je n'étais pas confuse. J'avais été calculée. Et quoi que Richard ait cru s'être échappé ce soir-là à la table. Il n'avait pas échappé à la vérité. Pas vraiment. Je n'ai pas répondu tout de suite à Marissa. Je ne pouvais pas. Je suis resté debout sur le parking longtemps après qu'elle eut fini de parler. Les bruits des caddies qui roulaient et des portières qui claquaient dérivaient autour de nous comme le fond sonore d'une autre vie. Mon corps semblait lourd, comme si la gravité avait augmenté sans prévenir. Finalement, j'ai hoché la tête. Je pense, ai-je dit. Merci. Les mots sont sortis automatiquement, déconnectés de ce que je ressentais réellement. Marissa n'a pas essayé de me prendre dans ses bras. Elle n'a pas tendu la main vers mon bras. Elle m'a juste donné un regard qui disait qu'elle comprenait que ce n'était pas quelque chose pour lequel on console quelqu'un. Puis elle est montée dans sa voiture et est partie. Je suis resté longtemps dans la mienne après cela. Une fois rentré dans mon appartement, j'ai verrouillé la porte. Enlevé mes chaussures et me suis assise au bord du lit. Le silence semblait différent maintenant, moins vide, plus tranchant. Richard n'avait pas seulement rompu avec moi. Il avait orchestré mon humiliation. Le dîner n'était pas un débordement émotionnel. C'était une stratégie. Un environnement contrôlé, des témoins, un récit planté là où il prendrait racine le plus vite. Avec sa famille. Il avait décidé que j'allais être le problème avant même que j'ouvre la bouche. J'ai rejoué les signes avec une nouvelle clarté. Le téléphone ce soir-là dans la voiture, les sourires qu'il essayait de cacher. La façon dont il marchait devant moi dans la maison de ses parents comme s'il s'était déjà séparé d'eux.
moi. La distance n'avait pas commencé au dîner. Elle avait commencé quand il avait réalisé qu'il avait un autre endroit où atterrir. Émilie, son ex. L'ironie ne m'a pas échappé. Il était retourné vers la seule personne qui connaissait déjà son histoire, ses insécurités. Ses raccourcis, quelqu'un avec qui il n'avait pas besoin de faire semblant. Quelqu'un qui se souvenait de lui avant les responsabilités. Et pourtant, même alors. Il n'avait pas lâché mon filet de sécurité jusqu'à être sûr que son histoire tiendrait. Ce qui m'est resté le plus n'était pas la trahison. C'était le sentiment d'entitlement. Il a assumé que j'irais bien. Que parce que j'avais de l'argent, de la stabilité, une carrière, je pouvais absorber les dégâts en silence. Que ma dignité était flexible. Que j'avalerais l'humiliation et disparaîtrais. Il n'a jamais considéré que le couper n'était pas une vengeance. C'était du respect de soi. Je ne l'ai pas confronté après cela, pas une seule fois. Il n'y avait rien à gagner. Il m'avait déjà montré exactement qui il était quand il pensait avoir le contrôle. Je n'allais pas lui donner une autre scène, une autre opportunité de performer. De détourner ou de reframer. Le silence était plus fort que n'importe quelle accusation. Au cours des semaines suivantes, des morceaux de vérité ont commencé à faire surface sans mon intervention. Un ami commun a mentionné que Richard et Émilie avaient déjà des problèmes. Il lui avait dit qu'il était entre deux logements, qu'il se concentrait sur lui-même. Qu'il n'avait pas besoin de grand-chose. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il avait besoin que quelqu'un d'autre paie. Quand Émilie a réalisé que le soutien s'accompagnait d'attentes, financières, émotionnelles ou autres, les choses se sont rapidement défaites. La relation s'est terminée non pas par une dispute, mais par un refus. Il a contacté des amis communs après cela, tissant de nouvelles versions de l'histoire. Disant que j'avais surréagi, que je lui avais volé, que je l'avais abandonné sans prévenir. La plupart des gens n'y ont pas cru. Marissa avait discrètement corrigé le record là où cela comptait. Pas bruyamment, pas publiquement, juste assez. Ses parents ont fini par apprendre des fragments de la vérité. Je ne sais pas combien. Je ne sais pas comment ils l'ont géré. Les parents ont tendance à protéger l'image de leurs enfants même quand elle se fissure. Je n'ai pas demandé. Début novembre, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. J'ai fait une erreur. On peut parler? J'ai regardé le message quelques secondes. Puis je l'ai supprimé, bloqué le numéro. À l'heure actuelle, les choses vont mieux. Pas parfaites, mais solides. L'appartement me semble mien d'une façon que l'ancien n'a jamais eue. Je l'ai arrangé comme je voulais. Propre, intentionnel, silencieux. Le travail a remarqué le changement avant moi. Une promotion est arrivée. Plus de responsabilités, une augmentation, une reconnaissance qui semblait méritée. Non conditionnelle. Je suis sorti quelques fois. Rien de sérieux. Un homme en particulier, stable, ancré. S'est démarqué parce qu'il a payé son propre repas sans commentaire. Il n'a pas tressailli quand j'ai dit que je n'étais pas pressé. Cela seul semblait rafraîchissant. Richard est retourné vivre chez ses parents à Huntersville. C'est ce que j'ai entendu. Je ne sais pas combien de temps il est resté. Je m'en fiche. Certains chapitres n'ont pas besoin d'être revisités pour être fermés. Je pense encore parfois à ce dîner. À la façon dont la pièce s'est retournée contre moi. À la vitesse avec laquelle la vérité peut être réécrite quand quelqu'un d'autre contrôle le récit. Mais sortir sans me défendre, c'était la première fois que je me choisissais sans hésitation. Le couper financièrement et émotionnellement a été la deuxième. Certaines personnes brûleront votre vie juste pour se réchauffer. Je suis juste contente d'être sortie avant que le feu n'atteigne tout. La partie la plus étrange a été de voir à quel point j'ai eu peu à faire. Je n'ai pas exposé Richard. Je n'ai pas envoyé de capture d'écran. Je n'ai pas corrigé chaque mensonge. J'ai juste arrêté de participer. Et sans mon silence qu'on remplissait pour lui. Son histoire a commencé à s'effondrer sous son propre poids. Au début, c'était subtil.
De petites incohérences que les gens ne remarquaient qu'après avoir entendu la même version des événements racontés de 3 façons différentes. Une date qui ne correspondait pas, un détail qui changeait. Une explication qui sonnait répétée plutôt que vécue. Puis les questions ont commencé. Pourquoi avait-il quitté l'appartement si soudainement s'il avait déjà rompu avec moi des semaines plus tôt? Pourquoi toutes les factures étaient-elles à mon nom? Pourquoi avait-il soudain besoin d'un endroit où rester? Richard détestait ces questions. Il n'était pas préparé à un examen sans un méchant présent vers qui détourner. Émilie avait été sa solution de secours, son atterrissage en douceur. La preuve pour lui-même autant que pour les autres qu'il n'avait pas mal calculé. Mais Émilie n'était pas moi. Elle posait des questions. Elle gardait ses finances séparées. Elle remarquait les schémas. Quand il se plaignait de la façon dont je l'avais abandonné. Elle demandait pourquoi il avait été à l'aise de vivre à mes dépens. Quand il laissait entendre qu'il avait besoin d'être juste un peu, elle demandait des précisions. Quand il a suggéré d'emménager, elle a dit non. La relation s'est défaite tranquillement. Pas de rupture dramatique, juste refus après refus jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à négocier. Quand ça s'est terminé, Richard était à court d'options. Il est retourné chez ses parents. Huntersville encore. La même maison. La même allée dont il était sorti en trompe des années plus tôt en jurant qu'il ne reviendrait. Jamais. J'en ai entendu parler par une connaissance commune. Le ton n'était pas celui du ragot. C'était factuel, comme un bulletin météo. Il ne va pas très bien, a dit l'ami avec précaution. Je n'ai pas posé de questions de suivi. Marissa et moi sommes restés vaguement en contact. Un texto toutes les quelques semaines, de simples prises de nouvelles, sans revenir sur le passé. Sans séance de thérapie mutuelle. Un après-midi, elle m'a dit quelque chose qui est resté. Il n'arrête pas de dire qu'il ne s'attendait jamais à ce que tu partes si proprement. A-t-elle écrit. Il pensait que tu argumenterais ou que tu essaierais de réparer. J'ai regardé ce message longtemps. Bien sûr qu'il le pensait. Parce que si j'avais combattu, il aurait pu reframer. Si j'avais supplié, il aurait pu pointer et dire, tu vois. Si j'avais couru après des réponses, il aurait pu me peindre comme émotionnel, instable. Incapable de lâcher prise. Partir lui avait refusé tout cela. En décembre, la plupart des gens qui comptaient savaient assez de la vérité pour arrêter de poser des questions. Le reste était sans importance. Richard a essayé une dernière fois de réintégrer le récit. Un ami commun a mentionné qu'il demandait de mes nouvelles, se demandant comment j'allais. Disant qu'il espérait qu'il n'y avait pas de rancune. J'ai ri quand j'ai entendu cela. Pas amèrement, pas avec colère, juste incrédule. Il n'y avait pas de rancune. Il n'y avait simplement plus d'accès. Cette distinction semblait le déranger plus que la colère ne l'aurait jamais fait. J'ai réalisé alors que la vengeance aurait été bruyante, publique, temporaire. Ce que j'avais fait était plus silencieux. Je m'étais retiré en tant que ressource. Et pour quelqu'un comme Richard, c'était dévastateur. Quand l'hiver s'est installé, l'histoire ne semblait plus tranchante. Elle était toujours là, gravée dans la mémoire, mais elle ne saignait plus quand j'y touchais. Ma vie avait pris un rythme différent, plus calme, plus intentionnel. Les matins m'appartenaient à nouveau. Je me réveillais quand je voulais, préparais le café comme je l'aimais. Sans l'emploi du temps de quelqu'un d'autre à gérer. Sans les humeurs de quelqu'un d'autre à anticiper. L'appartement contenait mon silence sans jugement. J'ai remarqué à quel point j'avais donné d'espace mental auparavant. Pas seulement de l'argent, pas seulement du temps. De l'attention. J'avais passé des années à m'ajuster autour de l'incertitude de Richard. De ses plans qui ne se matérialisaient jamais, de ses besoins toujours urgents mais jamais résolus. J'avais confondu patience et partenariat, loyauté et obligation. Maintenant, sans lui dans le cadre, le déséquilibre était évident. Le travail a continué à me surprendre. La promotion s'accompagnait de plus de responsabilités, oui, mais aussi de plus de confiance. Mon patron a arrêté de revérifier mes décisions. Les réunions ont changé.
Les gens écoutaient différemment. Il m'est apparu que je dirigeais depuis longtemps. Je ne m'étais juste pas rendu compte de combien d'énergie je brûlais en soutenant quelqu'un d'autre. En même temps. Les rencontres sont restées occasionnelles. Je sortais quand j'en avais envie, déclinais les invitations quand je n'en avais pas. Pas d'explication requise, pas de culpabilité attachée. Un soir, après un deuxième rendez-vous qui s'était terminé par un rire facile et une compréhension mutuelle. Que ni l'un ni l'autre ne se précipitait. Je suis rentré seul à pied et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Du contentement. Pas de l'excitation, pas de la distraction. Du contentement. Richard s'est effacé en arrière-plan de ma vie d'une façon qui m'a surprise. Je pensais qu'il y aurait plus de colère, plus de ressentiment qui traîne. Mais la vérité était plus simple. Il n'avait plus assez d'importance. J'ai arrêté de vérifier les connexions communes, arrêté de me demander qui savait quoi. Arrêté d'imaginer des explications que je ne donnerais jamais. La version de moi qui avait besoin d'être crue par sa famille n'existait plus. Une nuit, en rentrant tard, une chanson que nous écoutions autrefois est passée à la radio. J'ai attendu la douleur familière. Elle n'est pas venue. Au lieu de cela, j'ai pensé à la femme que j'avais été à cette table, le dos droit. Essayant d'être raisonnable, essayant de s'expliquer à des gens qui avaient déjà choisi un camp. Et j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la compassion. Elle ne savait pas encore que sortir sans se défendre serait le tournant. Que le silence serait de la force. Que partir proprement serait la chose dont il ne se remettrait jamais. J'ai éteint la chanson et j'ai continué à conduire. Ce chapitre était terminé. Non pas parce que je l'avais effacé, mais parce qu'il ne me définissait plus. Je ne pense pas que la clôture arrive d'un seul coup. Elle vient tranquillement, dans des moments que vous n'annoncez à personne. Comme la première fois où vous réalisez que vous avez passé une journée entière sans penser à eux. Ou le moment où leur nom cesse de déclencher une réaction et devient juste un nom. Début décembre, j'ai compris quelque chose que je n'avais pas compris au début. Ce qui s'était passé à ce dîner n'était pas seulement une rupture qui avait mal tourné. C'était un test. Richard a testé jusqu'où j'absorberais d'humiliation pour garder la paix. Combien de réalités j'étais prête à plier pour protéger son image. Combien de moi-même je donnerais s'il le présentait comme un malentendu plutôt qu'une trahison. J'ai échoué à ce test de la meilleure façon possible. Je suis parti. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas combattu pour une version de moi-même que quelqu'un d'autre avait déjà décidé de jeter. Ce choix m'a suivi de façon que je n'attendais pas. Au travail, j'ai arrêté de trop expliquer. Dans les relations, j'ai arrêté de compenser. Dans ma propre tête, j'ai arrêté de réécrire mes instincts pour les faire sonner plus raisonnables. J'ai recommencé à me faire confiance. J'ai appris par un ami commun que Richard raconte encore l'histoire parfois. Pas de façon dramatique, juste de façon sélective. Une version plus douce maintenant. Une où les choses étaient mutuelles, où les circonstances étaient compliquées. Où personne n'était vraiment en faute. Ça va. Les gens comme lui ont besoin d'une histoire dans laquelle ils peuvent vivre. Moi non. La vérité n'a pas besoin d'être défendue quand votre vie la reflète. Mon appartement ressemble à une maison d'une façon qu'aucun espace partagé n'a jamais eu. Mon calendrier m'appartient. Mon argent fait ce que je lui dis de faire. Mon temps est passé avec des gens qui se présentent sans avoir besoin d'être portés. Parfois, tard le soir, je repense à cette salle à manger. À la façon dont l'air a changé. À la façon dont j'ai réalisé en temps réel que j'étais en train d'être réécrite. Si je pouvais parler à cette version de moi-même maintenant. Je ne lui dirais pas de se battre plus fort. Je lui dirais ceci. On ne gagne pas en étant cru. On gagne en partant intact. Certaines personnes essaieront de détruire votre crédibilité avant de jamais vous laisser partir. Avec votre dignité. Laissez-les garder leur version. Vous n'en avez pas besoin. Partir proprement n'est pas de la faiblesse, c'est de la clarté. Et une fois que vous le choisissez, il n'y a plus de retour vers la personne qui pensait que rester était de la force.